Le mythe de la liberté, du 23 mai 2006. Première partie. Citation. Libre est l'état de celui qui jouit de la liberté. Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui le comprenne. Fin de citation. Extrait de L'île aux fleurs, court-métrage de Georges Furtado. Point 1. La génétique. Le génome est un plan de construction de notre personne en ses aspects mécaniques, où l'esprit est inscrit mais non obligatoire. Par mécanique, on entend notre biologie de base, les règles qui fondent notre humanité, dans son achèvement et dans ses travers. Ces plans peuvent, en effet, s'avérer défectueux et engendrer des maladies génétiques, comme la mucoviscidose. Des monstres, entre parenthèses, revoir à ce sujet Elephant Man de David Lynch, mais malgré tout, c'est toujours la forme humaine qui est recherchée. Ce sont nos gènes qui impliquent, malgré nous, que nous serons un être humain et non un singe ou un castor. Nous n'avons aucun pouvoir, avant notre naissance ou notre conception, sur ce que nos gènes veulent faire de nous. Nous serons grands ou petits, blonds ou bruns, avec un menton carré ou fouillant et des yeux de couleurs très diverses. Si notre cœur est faible, de naissance, cela va conditionner notre vie. Si certains organes sont programmés pour souffrir tôt ou tard de dysfonctionnement, nous grandirons et vieillirons avec ces organes. Cela aura des répercussions sur notre esprit, donc sur notre personnalité. Ces exemples sont simples, à dessein, car l'influence de la génétique sur le développement singulier de la personne est beaucoup plus complexe et échappe à la science qui n'obtient que des pistes brouillées, embrouillées, des réponses fragmentaires et discutables. Les manipulations génétiques ne rendent pas l'individu plus libre, car elles sont nécessairement réalisées en amont, avant l'émergence de la conscience de la personne. Autrement dit, ce sont d'autres personnes qui réaliseront ces manipulations pour nous et conditionneront donc, en partie, les plans destinés à faire de nous un être humain singulier. Et si des manipulations pouvaient être effectuées à l'âge adulte, période où nous sommes conscients et capables de les demander, par un acte volontaire, elles le seraient sur une base déjà déterminée, des plans ayant déjà conduit à la construction de notre personne. Notre apparence, ce que nous allons être, dire, faire, seront nécessairement conditionnés par une construction répondant, avant même notre naissance, à des plans qui nous échappent. Peut-on être fier d'avoir les yeux bleus puisque nous n'y sommes pour rien ? Point 2. L'environnement. C'est l'environnement qui oriente la façon dont les gènes vont s'exprimer. Si le plan inscrit dans les gènes détermine la structure de notre personne, c'est l'environnement qui détermine la formule qui va se développer autour et à partir de cette structure. De multiples formes peuvent naître, inspirées par une même structure. C'est au cœur du dialogue permanent entre le déterminisme génétique et le déterminisme environnemental que va se créer la personne singulière, unique, que nous sommes. Avant même notre naissance, l'environnement impose déjà ses contraintes et dicte ses lois à la structure génétique. Nous n'avons aucun pouvoir sur notre lieu de naissance, sur le choix de nos parents. Or, cela détermine notre éducation, notre niveau de vie, tout ce qui, dès le départ, conditionne la façon dont notre humanité va se construire. Cela conditionne notre histoire. À peine la conception terminée, l'environnement joue sur notre développement. Ce que notre mère mange influence la façon dont les gènes vont permettre notre construction. On sait ce qu'il ne faut pas ingérer pendant la grossesse pour éviter maladies et malformations, mais sait-on ce qu'il faut exactement manger pour créer un être parfait ? Non, bien sûr, encore faudrait-il énumérer les critères signifiant la perfection. Ce qui importe, c'est de comprendre que les liens entre un type d'alimentation et un type de structure génétique pouvant conduire à un type précis de personnalité sont impossibles à identifier. Dans le ventre de notre mère, de multiples facteurs concourent à ce que notre personne se construise d'une façon plutôt que d'une autre. Nos parents et le milieu médical contrôlent ce qu'ils peuvent et nous subissons. En ce sens, le clonage de sa propre personne est utopique, car à peine la tentative de reproduire notre structure effectuée, la toute première alimentation, à un niveau microscopique, contribuera déjà à fabriquer un autre que nous, si semblable et si différent. Notre histoire commence bien avant que nous en soyons conscients, et surtout bien avant que nous sortions du ventre de notre mère. Ensuite, c'est l'environnement extérieur qui va jouer son rôle de formateur de notre unicité. L'affection de nos parents, la scolarité, les rencontres, le regard des autres, les maladies et les représentations que nous nous faisons de toutes ces sollicitations qui nous construisent malgré nous. La génétique a déterminé notre structure. Le tout premier environnement a déjà initié la mise en forme de nous-mêmes et nous voilà, enfants, à fabriquer notre vision du monde sans aucun contrôle conscient de notre part. Où se trouve,
à ce stade de notre exposé, notre liberté. Point 3. La conscience. L'avènement de la conscience et son développement est en lien étroit avec la nature de l'environnement. Si la génétique fournit les structures sans lesquelles aucune conscience ne peut émerger, c'est l'interaction avec nos semblables qui, seule, peut prodiguer les éléments nécessaires à sa maturation. Sans les influences relationnelles, pas de conscience, ou plutôt une conscience qui en reste à des balbutiements. Il suffit de se référer aux expériences concernant des enfants ayant vécu les premières années de leur vie à l'état sauvage et que l'on a tenté d'éduquer ensuite, sans succès ou si peu, pour comprendre cela. Tarzan n'est qu'un mythe. On ne peut accéder à l'humanité seul, et certainement pas en étant élevé par des animaux. La conscience a besoin du groupe pour émerger de façon satisfaisante. Elle se développe par le jeu des oppositions. Prenons un bébé. Les stimulations ayant lieu autour de lui, le concernant directement ou indirectement, l'amènent à faire des distinctions, à établir des hiérarchies. Il prend conscience de ce qui est chaud ou froid, de ce qui est agréable ou désagréable de son corps. Il distingue le fond de la forme et toujours d'après ce qui s'offre à lui. Il réalise son pouvoir, il découvre ses limites et la frustration qui les accompagne. La conscience est l'aptitude à se créer des représentations, c'est-à-dire des images mentales dont le contenu se rapporte à une situation, à des objets, des événements en lien avec le monde dans lequel nous vivons. Autrement dit, notre conscience, avec les multiples représentations qui la constituent, dépend étroitement de la façon dont l'environnement matériel et humain aura favorisé et stimulé son développement. Notre conscience est conditionnée, et le « je » qui apparaît un jour dans la bouche de l'enfant, ce « je » existe d'après ce qu'il a construit. Le petit enfant ne dit pas « je », il n'est pas encore capable de se distinguer clairement du monde. Mais, le jour où il dit « je décide de faire ceci », il n'est pas conscient du fait que ce « je » est composé de multiples éléments ayant déterminé son histoire. Le « je » est toujours collectif, c'est une somme de stimulations diverses accumulées au cours du temps, englobées dans la sensation d'être soi. Dans le premier « je » dit par l'enfant, où la conscience d'être un individu apparaît, il y a toutes les influences l'ayant constitué, ses parents, ses enseignants, sa famille, ses camarades, ses jeux, etc. C'est bien un collectif qui a contribué à la formation de ce nouvel individu et qui parle par sa bouche. Amis lecteurs, une conscience libre, c'est une conscience libre de quoi ? La suite de l'article fera l'objet de la prochaine vidéo.